J'attendais le bon moment pour agir. C'est maintenant ou jamais. Depuis des mois, la Corée du Nord envoie des centaines de ballons remplis d'ordures. Et même si le Nord et le Sud sont séparés par une frontière et une zone démilitarisée, les Coréens ressentent les effets des actes délirants du pays voisin. Comment énerver son voisin ? Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Tout a commencé quand des activistes sud-coréens ont fait décoller des ballons vers le nord. À l'intérieur, il y avait des tracts avec des slogans anti-régime, des dollars américains et des clés USB remplies de séries et de clips musicaux. De telles campagnes avaient déjà eu lieu, mais au printemps 2024, elles ont pris de l'ampleur. Et Pyongyang a riposté, en envoyant des ordures. De fin mai à début septembre 2024, la Corée du Nord a lancé plusieurs milliers de ballons. Les estimations varient allant de 3600 à 8000. La plupart ont traversé la frontière pendant la nuit pour échapper aux défenses aériennes. Parfois, il n'y en avait que quelques-uns, voire un seul. Certains étaient équipés d'un dispositif électronique pour larguer leur charge au bon moment. Alors, les ordures pleuvaient sur Séoul et sa banlieue. Les déchets consistaient en des bouteilles et des emballages en plastique, des bouts de tissu, des mégots, des cendres, des tracts de propagande et du fumier et autres déchets organiques. Il y avait souvent de la terre riche en parasites et en ordures ménagères, bouts de plastique et autres petits éléments. Parfois, il y avait même des piles, des morceaux de métal et des objets à l'effigie d'Hello Kitty. Tout ça dégoûtait les Sud-Coréens, mais c'était qu'une partie du problème. Le 24 juillet 2024, des ballons d'ordures ont atterri à l'intérieur du complexe gouvernemental de Séoul. C'est là que se trouvent les bureaux du président et du ministère de la Défense de Corée du Sud. Le même jour, un ballon a atterri sur le toit d'un bâtiment résidentiel de Goyang. Et il a explosé, causant le premier d'une série d'incendies. Au cours de ces mois de bombardement, les autorités ont dû faire appel à 10 000 pompiers et 2400 camions. Tous les ballons ne causaient pas d'incendie, mais ils ont vraiment mis le système sous pression. Le 15 septembre, un ballon poubelle venu de Corée du Nord est tombé sur le toit d'un bâtiment dans le quartier de Gangseo à Séoul. Il a aussi pris feu. Plusieurs voitures ont été endommagées par l'attaque. Et un civil a été touché par la chute des débris. De plus, des ballons ont perturbé à plusieurs reprises l'activité des aéroports d'Incheon et de Gimpo. Ça a occasionné des retards cumulés de plus de 400 minutes. Certains avions sont restés sur la piste pendant 1h30, attendant que les débris soient évacués. C'était pas un excès de prudence, on ignorait si ces ballons étaient du genre explosif. Toute explosion aurait mis les passagers en danger. Une collision avec un ballon en vol également. Mais la plus grave conséquence de ces ballons d'ordures a été l'incendie d'un entrepôt de Paju. En 3 heures, il a détruit 330 mètres carrés du toit d'un des bâtiments. Les pompiers ont estimé les dégâts à 52 700 €. Ce qui inquiétait tout le monde, c'était que la Corée du Nord fabrique des armes biologiques. Anthrax, variole, peste, choléra, botulisme. Ces saletés se propagent via le fumier et les excréments. Ils sont parfaits pour transporter et transmettre des maladies. Le dégoût des ordures s'est ainsi transformé en peur d'une attaque biochimique. Tout le monde était inquiet. Le bruit a commencé en juillet 2024. Une nuit, les gens vivant près de la frontière ont entendu un cri perçant qui n'a jamais pris fin. Ces sons monstrueux venaient de l'autre côté de la zone démilitarisée et ils duraient parfois 10 heures d'affilée, voire des jours entiers. D'énormes haut-parleurs étaient installés à moins de 2 km des maisons sud-coréennes. Un bruit assourdissant se déclenchait toutes les 3 à 5 heures. Les gens le comparaient à des grincements métalliques ou au bruit d'un avion au décollage et certains jours
à des voix éthérées. Les moments de répit ne duraient pas plus de 20 minutes. 150 foyers ont ainsi arrêté d'ouvrir leurs fenêtres pour échapper au bruit. Les autorités ont insonorisé des dizaines de maisons et distribué des bouchons d'oreilles aux résidents. Un bien piètre remède. Les familles disaient que les bébés étaient terrifiés et pleuraient sans cesse. À cause des grincements, les gens prenaient des tranquillisants pour supporter le stress. Le bruit était aussi épuisant mentalement que physiquement. Le manque de sommeil empêchait les malades de se rétablir et les gens se sentaient fatigués en permanence. Sur 8000 résidents de la zone frontalière, plus de la moitié ont évoqué un inconfort constant. Les gens suppliaient les autorités d'agir n'importe comment pour mettre fin à cette torture. Certains ont même loué un logement dans la ville voisine pour pouvoir dormir un peu. Mais c'était pas une solution, rien de plus qu'un bref répit. Les autorités pensaient que ces attaques sonores étaient une réponse aux émissions diffusées par le côté sud-coréen depuis juillet 2024. Selon une autre théorie, Pyongyang voulait noyer les transmissions sud-coréennes. Pour les habitants, ça faisait aucune différence. Beaucoup parlaient de déménager. En août 2025, les haut-parleurs nord-coréens se sont enfin tus. Mais la torture pourrait recommencer à tout moment. En mai 2019, la Corée du Nord a connu une épidémie de peste porcine africaine, un virus mortel qui avait déjà ravagé des fermes en Chine. Depuis août 2018, la Chine avait dû abattre 1,17 million de porcs, sans parvenir à arrêter l'épidémie. Quelques mois plus tard, la maladie a atteint la frontière coréenne. Le 2 octobre 2019, un sanglier mort a été trouvé du côté sud de la DMZ. Il était porteur du virus. Puis, on en a trouvé 7 de plus. La Corée du Sud a pris des mesures drastiques, désinfection des fermes, abattage de 100 000 porcs et contrôle frontalier renforcé. Mais ça n'a pas suffi. Le virus revenait sans cesse du côté nord. Malgré le danger, la Corée du Nord a refusé d'imposer une quarantaine. Les rapports évoquaient des morts d'animaux et des abattages ciblés, mais rien de plus. Les services vétérinaires locaux ne tuaient pas les animaux malades à grande échelle. Pour les familles nord-coréennes pauvres, vendre 1 ou 2 porcs était le seul moyen d'acheter du riz. Personne n'était prêt à y renoncer. Des sangliers ont ainsi attrapé le virus avant de traverser la frontière et l'ont propagé. Et ça se produit encore. En raison des nombreux élevages porcins en Corée du Sud, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Les autorités décrivent la lutte contre l'épidémie comme une guerre d'usure et un combat contre des moulins à vent. Chaque sanglier arrivant de Corée du Nord pourrait déclencher une épidémie. Quelle folie peut pousser quelqu'un à mettre en mouvement des plaques tectoniques? La Corée du Nord n'a pas pensé aux effets à long terme. Le pays s'est contenté de faire exploser des bombes sans réfléchir. Le 3 septembre 2017, la Corée du Nord a procédé à son 6e essai nucléaire, faisant exploser une bombe H d'une puissance de 160 kilotonnes. L'explosion a déclenché un séisme d'une magnitude de 6,3, l'équivalent de l'explosion d'une bombe d'une mégatonne. Des répliques ont suivi. 5 minutes plus tard, les sismologues ont détecté une secousse de magnitude 4,6 liée à l'effondrement du tunnel où la bombe avait explosé. Et les répliques ont continué. Pendant 8 mois, à en croire les stations sismiques de Chine, de Corée du Sud et des États-Unis. Toutes ces secousses ont eu lieu dans un rayon de 5 à 10 km de distance de l'épicentre. L'essai nucléaire a même affecté la structure des plaques tectoniques. Cette zone n'avait jamais connu de séisme auparavant. 5 essais nucléaires de plus petite ampleur avaient eu lieu depuis 2006 sans causer de secousses. Mais celui de 2017 a tout changé. Après cette explosion, les habitants des zones frontalières ont commencé à ressentir des séismes plus souvent. En particulier, le séisme de 2019 était lié aux conséquences de l'essai de 2017. Et les choses pourraient bien empirer. En novembre 2024, Pyongyang a lancé son missile balistique intercontinental à carburant solide le plus puissant. Une semaine plus tard, plusieurs navires et des dizaines d'avions civils se sont soudain retrouvés désorientés.
La Corée du Sud a appelé ça une provocation visant à brouiller les signaux GPS. Le brouillage affectait une partie de la mer Jaune. Les autorités ont prévenu, les navires et avions devaient faire attention. Les cartes buggaient, les apps tombaient en panne et certains systèmes de bord plantaient carrément. Mais ça touchait surtout les pêcheurs. 280 bateaux de pêche ont ainsi dû rentrer au port. Les pêcheurs se plaignaient. Les systèmes GPS affichaient bien la carte, mais ils ne trouvaient plus les coordonnées. Impossible de retrouver les pièges et les filets, et les bateaux risquaient de passer accidentellement en Corée du Nord ou de percuter d'autres navires dans le brouillard. Quant aux avions, pour la plupart, civils comme militaires, ils sont équipés de systèmes de navigation inertiels. Mais ça ne suffit pas, le GPS reste crucial pour corriger le cap et procéder à la calibration. Sans lui, des bugs peuvent se produire et causer un crash. La Corée du Nord avait déjà eu recours à ce genre de sabotage. En 2012 et 2016, des dizaines de bateaux avaient dû rentrer au port à cause de dysfonctionnements. En 2024, un tel brouillage avait duré 10 jours d'affilée. Et en 2025, la Corée du Sud n'a pas changé de tactique. Quand la Corée du Nord a construit le barrage d'Imnam sur la rivière Bukhan, la Corée du Sud l'a vu comme une menace. Cette rivière fusionne avec la rivière Namhan, et ensemble elles forment le fleuve Han qui traverse Séoul. Toute montée du niveau d'eau dans la Bukhan pourrait être dangereuse. Et pas qu'un peu. En janvier 2002, un flot de boue a jailli du barrage d'Imnam inachevé. C'était peut-être pas intentionnel. Des satellites ont repéré des fissures et autres dégâts dans la couche supérieure du barrage. Le barrage lui-même se composait de sable ainsi que d'argile, de gravier et de pierre. Tout ça était peu fiable et mortellement dangereux. Depuis, le barrage est vu comme une bombe à retardement. Que l'incident de 2002 ait été intentionnel ou non, personne ne le sait. Mais les gens qui vivent en aval en ont perdu le sommeil. La Corée du Sud a décidé de se préparer en cas d'urgence. Ça a eu lieu en septembre 2005. La Corée du Nord a relâché une énorme quantité d'eau du barrage d'Imnam. En 3 heures, le niveau de la rivière est passé de 2,30 m à 4,70 m, tout près de la limite. Ça a causé des inondations au sud de la frontière. Le nord de la province de Gyeonggi, au nord de Séoul, a été durement touché. Habitants et fermiers vivant près de la rivière n'étaient pas préparés à cette montée soudaine du niveau d'eau. Les terres agricoles ont été inondées juste avant la récolte. Bateaux de pêche et voitures garées au bord de la rivière ont été emportés. 100 habitants et touristes ont dû être évacués. Les autorités ont appelé cet événement une attaque aquatique et ont protesté. Pyongyang a répondu que le lâcher d'eau était nécessaire à cause du niveau d'eau élevé et promis de prévenir à l'avenir. Mais de telles promesses avaient déjà été faites auparavant. Une autre inondation causée par un lâcher d'eau s'est produite en 2009, là encore sans avertissement. Tout le monde ne s'en est pas sorti. 6 citoyens sud-coréens sont morts, dont des pêcheurs et des vacanciers. Ils se trouvaient dans des bateaux ou sur le rivage au moment du lâcher d'eau. Un officiel nord-coréen de haut rang a dit qu'il était naturel pour l'eau de s'écouler vers le bas et que se préparer aux inondations était la responsabilité de la Corée du Sud. Le pays s'est ainsi mis au travail. La raison pour laquelle ces lâchers d'eau n'ont pas causé de dégâts à Séoul est le barrage de la paix. Il a été construit en aval sur la rivière Bukhan du côté sud-coréen. Au moment du lâcher d'eau de 2005, le barrage de la paix n'avait pas encore été inauguré. Mais il a permis de retenir la vague de crue. En effet, le barrage n'avait pas été construit que pour former un réservoir, mais aussi pour servir de barrière afin de protéger les basses terres jusqu'à Séoul. Au cas où le barrage d'Imnam céderait, ou si la Corée du Nord décidait d'inonder son voisin. Ce contrôle agressif de l'eau n'entraîne pas qu'un risque d'inondation, mais aussi de sécheresse. Après que le barrage d'Imnam a été construit, le débit du fleuve Han a baissé de 12%. Rien de dramatique en temps normal. Mais quand la sécheresse a frappé en 2001, elle a fortement affecté la Corée du Sud, car une partie de l'eau était retenue par le barrage nord-coréen. L'agglomération de Séoul a fait face à une pénurie sévère. Des problèmes environnementaux ont eu lieu. Le président Kim Dae-jung s'est adressé à la nation, appelant à des actions urgentes. Le gouvernement a fait de même. Rappelant que cette sécheresse était la pire depuis des dizaines d'années, il a dit aux gens d'économiser l'eau. Mais c'était pas suffisant.
Des soldats ont été envoyés dans les 90 zones les plus touchées avec des foreuses, des pompes, des camions et des excavateurs pour creuser des puits et extraire de l'eau des réservoirs. 130 000 soldats ont été mobilisés, un cinquième des forces armées du pays. Leur mission était simple, sauver les récoltes. Ils ont ainsi transporté 240 000 litres d'eau dans des camions pour arroser les rizières autour de Séoul. Tout ça pour éviter le risque de famine. Heureusement, ça a fonctionné. Depuis, la Corée du Sud s'est adaptée. Le pays a amélioré ses infrastructures de stockage, ses systèmes d'irrigation et ses systèmes d'alerte. La région de Séoul n'est plus aussi vulnérable. Le barrage de la paix joue aussi son rôle. Mais le danger demeure. Si la sécheresse frappe à nouveau, la Corée du Nord pourrait bien utiliser encore la rivière comme moyen de pression. La Corée du Nord ne menace pas son voisin, ainsi que le reste du monde, que depuis la Terre. En 2023, elle a annoncé avoir testé une nouvelle arme, un drone sous-marin capable de transporter une ogive nucléaire. Il pourrait servir à déclencher un tsunami radioactif qui anéantirait les navires et les ports ennemis. Ce drone est surnommé Hail, ce qui en coréen signifie raz-de-marée ou tsunami. Selon la Corée du Nord, il peut pénétrer furtivement dans les eaux ennemies et faire exploser sa charge sous l'eau, créant une vague énorme. Sur les photos publiées par les médias d'État nord-coréens, on peut voir des traces à la surface de la mer qui pourraient correspondre au passage d'un drone sous-marin, ainsi qu'un panache d'eau, sans doute causé par la détonation d'un appareil nucléaire factice. Certes, les analystes doutent que cette arme soit efficace, mais ces essais illustrent la stratégie de Pyongyang, envenimer les choses et accroître la pression nucléaire. Et bien que déclencher un tsunami radioactif à proximité de ses propres côtes constitue un énorme risque pour la Corée du Nord, qui sait de quoi est capable Kim Jong-un? Vous me devez un like. À plus.